Je m'appelle Chiara Albano, j'ai 20 ans et je suis en première année du programme Grande École de l'ESSEC, après 2 ans de prépa. Et en parallèle, j'écris des articles sur le luxe, la haute couture, que je publie sur un magazine digital qui s'appelle Blue Shoes sur Instagram. Hello Chiara, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Coucou Tristan, merci de me recevoir. Avec plaisir. Comme je le répète à chacun de mes intervenants, j'ai une réelle volonté de créer un talk avec eux. Pour ça, je vais te demander ta présentation. On parlera un peu de toi et de ton activité dans le monde de l'influence. Très bien. Alors, je m'appelle Chiara Albano, j'ai 20 ans et j'ai commencé à créer du contenu, disons, en 2020, plus sérieusement en 2021 avec la création de mon magazine digital Blue Shoes, sur lequel je retranscris, disons, l'actualité du luxe, de la haute couture en général, même de la maroquinerie, un petit peu tout ce qui touche au luxe et à la mode. Et puis en parallèle, j'ai fait 2 ans de prépa en voie économique. J'ai été admise à l'ESSEC. Et donc là, je suis en première année du programme Grande École de l'ESSEC. Donc je mène un petit peu cette double vie entre la création de contenu sur les réseaux sociaux et les études qu'il ne faut pas négliger, disons. C'est très bien de ne pas négliger les études. J'ai une petite question que j'aime bien poser à mes intervenants. D'où t'es venu ce moment-là, le petit déclic pour créer un peu ta boîte et créer du contenu sur les réseaux sociaux? Alors, ça s'est fait très naturellement. Depuis que je suis toute petite, j'adore bien m'habiller. Je fais attention à chaque détail. J'aime beaucoup la haute couture. Donc, évidemment, c'est très cher. J'ai pas la possibilité de m'acheter tout ce que je vois. Mais c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Et c'est également ma maman qui m'a transmis cette passion depuis que je suis petite. Elle adore bien m'habiller. Elle adore s'habiller également d'une manière un petit peu pointilleuse, etc. Enfin bref, c'est de ma maman que m'est venu ce goût de la mode. Et j'ai voulu le retranscrire, le vulgariser le monde du luxe sur les réseaux sociaux, notamment parce que j'ai beaucoup de copines qui s'intéressent aussi à cet univers sans pour autant avoir envie de faire des recherches de 1 ou 2 heures par soir pour je sais pas, sur l'histoire d'une marque ou quoi que ce soit. Donc je voulais le faire à leur place. Et ça marche bien, visiblement. J'ai pas des milliers d'abonnés, mais j'ai une communauté, disons, qui me soutient vraiment et qui s'intéresse vraiment à ce que je propose. Donc c'est très agréable. Ok, trop cool. Et entre le moment où tu crées vraiment ta page Instagram ou TikTok, on parlera un peu de tout ça après. C'est quoi le moment où tu te dis je fais ça un peu en mode kiff, passe-temps, etc. ou jusqu'au moment où tu commences à en faire un petit peu ton métier et tu mets un peu les 2 pieds dans l'activité d'influenceuse? Alors, au début, c'était vraiment un pur kiff. J'adorais partager. Je pensais pas du tout au fait que ça puisse me rapporter de l'argent. Mais plus les années passaient, plus j'avais des marques qui me contactaient, de plus en plus cotées, disons. Et c'est des marques que j'admirais vraiment. Donc, il y avait Yves Saint Laurent pour du gifting. J'avais Gucci qui m'a aussi proposé. Gucci, c'est ma marque de cœur. Donc, en fait, dès que j'ai vu que je pouvais monétiser un petit peu mon contenu, ça m'a poussée à en faire davantage puisque, comme je suis étudiante, j'ai pas de revenus à côté. Ouais, c'est trop cool. Donc ça me permet de financer ma vie étudiante. Ah bah trop cool. Et donc là, tu crées ce compte Instagram. Entre le moment où tu pars de 0 à aujourd'hui, t'as quoi? T'as 16 000 abonnés? J'ai 16 000 sur Insta et 70 000 sur TikTok. Sur TikTok. Comment tu fais un peu pour... tu vas suivre des trends, tu vas ajouter ta propre patte. Comment tu vas ajouter la Chiara un peu singularité pour conquérir de nouveaux abonnés et faire un peu de vues, tu vois? Alors, le problème, c'est que je suis pas trop les trends et je pense que c'est ça qui pêche un peu. Mais pour le coup, je mets un point d'honneur sur l'authenticité à chaque fois de mes créations, de mon contenu. Parce que je me suis rendu compte que quelqu'un te suivait pas pour ce que tu proposais, mais également pour ce que tu étais. On parle d'influenceurs parce qu'ils peuvent t'influencer, parce que tu ressens leurs convictions et tu suis quelqu'un. Enfin, si on voulait pas si on voulait s'informer sur le luxe, on suivrait le journal du luxe et pas forcément Chiara Albano parce que, évidemment, je suis pas une professionnelle. Donc, j'essaye de rajouter un petit peu mon grain de sel et ma patte sur toutes mes vidéos et comment je retranscris cette personnalité, comment elle s'illustre dans mon contenu. J'ai envie de dire peut-être le fait que je parle face caméra, parce que souvent les créateurs qui font que des vidéos sur des musiques,
ça peut parfois marcher moins bien. Et je me suis rendu compte qu'en tout cas, pour ma part, ce qui marchait pas mal, c'est lorsque je parlais à la caméra, que je racontais des anecdotes. Bref, c'est ça qui marchait plutôt bien. Donc voilà, surtout parler à la caméra, c'est un petit peu ma touche personnelle, disons. Ouais. Et comment tu prépares les sujets que tu vas aborder sur tes réseaux? Tu vas, je sais pas, te promener dans Paris, voir une marque, tu te dis, allez, j'aimerais bien savoir l'histoire de cette marque. Comment ça se passe un petit peu les insights, un peu de tout ça? Alors exactement, ça peut m'arriver de me promener dans une rue et croiser, enfin, je sais pas, découvrir une nouvelle boutique. Là, par exemple, ça m'est arrivé hier avec une boutique espagnole qui s'appelle LR3 et on a parlé avec, mon agent et moi avons parlé au créateur de la marque qui se trouvait dans la boutique. Et donc, on en a appris davantage. Et c'est souvent comme ça que ça commence. Donc voilà, je vois une publicité, je me balade dans la rue, je tombe sur un magasin, bref. Et puis aussi, je vais beaucoup au Bon Marché, au Printemps, Galeries Lafayette. J'adore. Et donc voilà, évidemment, je suis toujours amenée à découvrir de nouvelles choses. Mais un jour, j'ai quand même essayé de demander à ChatGPT de me trouver des idées. Il m'a donné un truc super. Je l'ai écrit, je l'ai monté, je l'ai posté. Le premier commentaire, c'est « Ah non, c'est faux, c'est pas... » Bref, en gros, il m'avait dit n'importe quoi. Il avait pris une source mauvaise. Et donc, depuis, je ne fais plus rien avec ChatGPT, en tout cas, en ce qui concerne les réseaux sociaux. Parce que je me suis rendu compte que ça marchait pas tant que ça. Donc maintenant, j'apporte ma patte. Et c'est ce que je faisais avant. Je l'avais fait qu'une fois, mais voilà, j'essaye d'écrire par moi-même. Et je lis beaucoup d'articles, en fait. C'est surtout ça. C'est un sujet qui m'intéresse. Je regarde sur Internet les journaux qui en parlent, les articles à ce sujet. Et je les lis tous. Je mets tout dans une note. Ensuite, après, j'essaye d'écrémer le plus d'informations possible pour que ça reste quand même un contenu de moins d'1 minute. Et parfois, je l'ai fait en article. Donc, j'écris des articles, il faut que ça fasse 10 slides maximum. Donc, j'écrème le plus possible. Et aussi dans le but de vulgariser ça, parce que si je donne trop de détails, les gens se perdent et les gens ne me suivent pas pour devenir des experts, mais juste pour avoir un petit peu des informations plus précises que ce qu'ils n'auraient pu faire sur ce domaine. Ok, trop cool. Et la petite patte que tu vas apporter comparé à d'autres créateurs de contenu sur ces sujets-là, c'est tu vas rentrer un petit peu dans le détail. Comme tu le disais, tu vas quand même vulgariser. Ça se passe un peu comment Alors, c'est peut-être pas évident comme question. Non, en fait, il faut trouver le juste milieu entre rentrer dans les détails et vulgariser. Au départ, je voulais vraiment faire un truc hyper pointilleux, donner le plus d'informations possible. Mais je me suis rendu compte que les gens ne me suivaient pas pour ça et que les gens sont sur les réseaux sociaux, pas pour passer 1 heure à lire quelque chose ou à écouter quelque chose, à part quand c'est des podcasts, justement, où on se dit que c'est le moment de se poser, etc. Je pense que quand les gens sont sur TikTok, ils veulent une vidéo très brève, avec beaucoup d'informations, un shot d'infos en un rien de temps. Et donc, évidemment, j'essaie de vulgariser. Et si un jour, je reçois un commentaire comme « j'aimerais bien que tu approfondisses ce sujet, est-ce que tu pourrais nous refaire une vidéo ?» Je le ferai avec plaisir, mais en tout cas, le premier jet, c'est une vidéo pas vague du tout, mais assez générale et compréhensible pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Ok. Et donc là, tu me parlais de toute la partie réflexion, création du contenu, etc. Après, tu fais quoi? Tu le produis toi-même? Tu as des équipes autour de toi qui t'accompagnent? Comment un peu c'est l'engrenage un peu de tout ça après? Alors, au départ, je faisais toute seule. Je filmais mes vidéos avec mon téléphone. J'avais pas de micro. Enfin bref, je postais directement. Je faisais mon montage directement sur TikTok. Et en décembre 2023, donc l'année dernière, j'étais en dernière année de prépa. Et Valentin, le directeur de l'agence dans laquelle on se trouve aujourd'hui, me propose d'intégrer l'agence. Donc, je le vois une première fois, je rencontre toute l'équipe, je les trouve super. Et évidemment, c'était un moment de ma vie où j'avais peu de temps à consacrer à l'influence parce que j'avais les concours qui approchaient dans moins de 6 mois. C'était impossible pour moi de me dédier à la création de contenu. Et donc, je leur ai fait confiance. Je leur ai dit, bon, écoutez, cette année, ça va être un peu compliqué parce que j'ai mes concours. N'attendez pas de moi d'être hyper active. Mais ils ont attendu. Et donc, cette année, c'est super. On filme souvent à l'agence. J'ai des caméras qui me sont prêtées, des micros aussi. Et j'ai un agent, j'ai une agent qui m'épaule vraiment, qui est d'une aide vraiment précieuse, qui m'apporte des idées de création. Donc, que ce soit pour mon magazine digital Blue Chews, donc avec des idées de thèmes à aborder, mais également des créations beaucoup plus, disons, légères, où je vais montrer ma tenue, parce que, en fait, donc, j'ai mon magazine digital Blue Chews, un compte Instagram, et j'ai également mon compte Instagram personnel, Chiara.lb, sur lequel je poste vraiment des photos que je trouve jolies, des trucs que je trouve sympas, voilà, vraiment ma vie. Donc voilà, elle m'épaule à ce niveau-là. Donc je suis plus toute seule. Et ça, c'est vraiment super parce que
Bah ça, c'est toujours des avis extérieurs, de nouvelles idées. C'est super d'être entouré quand on crée parce que bah, si on veut beaucoup poster, on n'a pas souvent le temps. Et le fait que bah, mon école soit à Cergy, enfin, entre les allers-retours, les machins, les habits, même quand je veux faire une vidéo avec une tenue, mais que ma tenue se trouve chez mes parents à Paris, bah, il faut que je fasse aller-retour. Enfin bref, il y a une perte de temps à considérer. Et l'agence me permet un petit peu de faciliter tout ça en m'aidant à écrire, à trouver des idées, à produire du contenu. On va dans la rue, on fait des photos. Enfin bref, donc ça, c'est vraiment sympa de les avoir. Trop cool. Là, tu me parles de toute la partie de création de contenu. Et sur l'aspect plus business, qu'est-ce qu'elle va t'apporter, l'agence? Alors, c'est quoi le rôle d'un agent? Parce que souvent, on voit sur les réseaux sociaux, dans les bios des Instagrammeurs, des TikTokers, etc., contactez-moi ce mail. Et généralement, tu n'as pas forcément en direct l'influenceur, tu as son agent. Exactement. Comme quand je t'ai contacté au début. Comment ça se passe un petit peu pour tout ce qui se passe derrière, tu vois, entre le moment où tu reçois l'info, le client qui est une marque ou autre? Parle-moi un petit peu de tout ça. Je me perds un peu dans la question. Mais... Alors, un agent, ça a plusieurs fonctions, disons. Premièrement, il va t'aider à créer du contenu organique. Le contenu organique, c'est le contenu qui n'est pas sponsorisé par une marque. Donc, ça va être, je sais pas, un article sur Blue Chews. Okay. Donc, je suis payée par personne, je fais ma vidéo et point barre. Donc, un agent, ça sert à trouver des idées, à t'aider en période de rush, à t'accompagner à des événements, à créer du contact aussi, à envoyer des mails pour contacter des marques avec qui j'aimerais travailler. Et il peut s'occuper également de la partie commerciale, donc vraiment des collaborations rémunérées. Ouais. Donc par exemple, lorsqu'une marque veut collaborer avec moi, elle m'envoie un mail et mon agent répond à ce mail-là. Elle négocie les tarifs, etc. C'est elle qui a ma grille tarifaire, qui sait exactement combien je suis censée être payée pour un Reels, pour un TikTok. Tout est très précis. Et c'est elle qui va négocier au maximum avec l'équipe des commerciaux de l'agence aussi, dont on est moins proche parce qu'ils sont plus tournés vers les marques, etc. et moins vers les influenceurs. On les voit moins, ils sont beaucoup plus dans les bureaux, alors que l'agent va m'accompagner dans tous les événements, à tous les événements. Donc bref, c'est elle avec les commerciaux qui va négocier, qui va s'occuper des factures, parce que c'est aussi quelque chose, le nombre de marques qui payent pas rapidement ou quoi que ce soit, qui traînent à encaisser ta facture, disons, il y en a beaucoup. Et donc l'agence te permet vraiment de faciliter ça. Mais donc voilà, le rôle de l'agence, c'est vraiment l'accompagnement du créateur de contenu. Ça devient vraiment un ami, un bras droit, tout ce que tu veux, mais c'est une relation assez particulière parce que ça mêle l'amitié et le professionnalisme. Et donc voilà ce que fait un agent. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, si, c'est carrément clair. Et je vais te poser une question que je pense les gens sont curieux de savoir. C'est comment tu valorises un post, un prix sur un post, selon ton nombre d'abonnés, selon ton taux d'engagement. Comment ça se passe un petit peu derrière? Alors, j'en ai parlé récemment avec mon agent et justement, moi, j'étais pas hyper au fait de tout ça. Et elle m'a expliqué que maintenant, et j'en ai parlé d'ailleurs à une marque récemment, qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu avec beaucoup d'abonnés, mais beaucoup d'anciens créateurs de contenu qui font plus les vues qu'ils faisaient avant. Et donc maintenant, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'on me dit, que les marques font beaucoup plus attention au ratio, donc au taux de conversion. Disons par exemple, là j'ai 16 000 abonnés, mais je vais faire à chaque fois plus de 16 000 vues sur mes Reels. Donc finalement, est-ce que le nombre d'abonnés joue, ou c'est juste le fait que mes vidéos soient hyper engageantes et donc... on se base plus vraiment sur le nombre d'abonnés, mais sur le nombre de likes, sur ton taux d'engagement, vraiment. Et on m'avait dit justement que j'avais un bon taux d'engagement, donc c'est pour ça que je peux être, par exemple, je vais demander des prix plus élevés que d'autres créateurs qui vont avoir moins d'abonnés, enfin plus d'abonnés, mais moins de visibilité. Tu vois. Donc vraiment, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est le taux d'engagement le plus important. Ok. Et comment toi tu fais là pour rester au quotidien, sachant que tu as tes études, etc. à côté? Parce que c'est un métier à part entière, hein, le métier d'influenceur. Comment tu fais pour manager un peu la casquette étudiante et influenceuse? Alors c'est compliqué parce que je me rends compte que je fais pas beaucoup de vidéos en période de rush, par exemple des examens, etc. J'ai du mal à gérer les deux. Dans le sens où, là, en ce moment, j'ai pas de partiel. Donc, aujourd'hui, par exemple, j'avais pas cours. Je suis consacrée, disons, à la création de contenu quand je rentre à Paris. C'est pour ça, je me réserve des après-midi entiers pour filmer des vidéos. Mais peut-être que j'anticipe pas assez. Et je devrais avoir plus de vidéos sous le coude lorsque je suis en période de partiel. Donc, c'est pour ça que parfois, en fait, on se retrouve avec une vidéo par jour. Et ensuite, pendant une semaine, aucune vidéo. Et j'en avais parlé avec mon agent. Elle m'a justement dit que le plus important, c'était
La qualité de ton contenu. Ouais, la qualité, mais bien sûr, mais la régularité, surtout. Et que les gens te suivent si t'es régulier, s'ils ont l'habitude de voir ta tête sur leur fil d'actualité. Donc, c'est quelque chose que j'essaye. En tout cas, je travaille pour que ça soit de plus en plus fluide et régulier. Mais c'est difficile souvent parfois de concilier les deux. Les études et la création de contenu à côté. Ouais, parce qu'après, c'est un engrenage. Après, les marques te sollicitent. Soit il faut que tu crées du contenu, il faut en plus que derrière, tu fasses ton taf à côté, etc. C'est ça. Et puis, tu le sais, t'es en école de commerce aussi, t'as aussi toutes les soirées, les machins. Et tu te retrouves le lendemain hyper fatigué. Tu veux tourner une vidéo, mais en fait, t'es cadavérique. Enfin, t'es moins... T'es moins affûté que la veille, on va dire. Ouais, exactement. Et puis, c'est ça qui est aussi dur qui est dur. C'est un métier relativement facile et c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça. Mais je veux dire, le côté de devoir toujours être filmé, c'est... Faut avoir des choses à dire, faut pas avoir la voix enrouée. Tu vois, il y a aussi, ce côté-là. Comment tu fais face un peu à tout ça où vraiment c'est sur toi, hein, le contenu, la matière grise, c'est toi. Comment tu fais face un peu pour savoir peut-être te renouveler un petit peu? T'es encore jeune, tu fais peut-être pas ça depuis peut-être très longtemps comparé à plein d'autres influenceurs et tout. Mais savoir se renouveler, savoir toujours avoir une idée un peu fraîche, un peu sympa, qui plaise à tes abonnés. Ça, c'est difficile et j'y travaille beaucoup. Déjà, mon magazine Blue Chews, comme c'est que des articles, j'ai juste à suivre l'actualité du monde du luxe, etc. Et donc finalement, le contenu vient par lui-même parce que les actus, c'est un truc sans fin. Mais je dirais aussi que il faut se renouveler, mais sans pour autant changer complètement à cause des tendances, tu vois. Et c'est pour ça que je suis pas trop les tendances, parce que c'est des choses qui ne me correspondent souvent pas du tout. Que ce soit des danses, que ce soit des challenges, etc. C'est quelque chose qui fait pas partie de mon identité et du fil rouge de mes comptes, de mon contenu. Donc j'ai envie de dire que je me renouvelle pas beaucoup, mais en même temps, quand on crée sur la mode, en fait, dès que tu achètes une nouvelle pièce, c'est un renouvellement parce que je fais une nouvelle vidéo avec une nouvelle tenue. Donc ça apporte quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que je reste quand même sur... J'ai une ligne éditoriale que je respecte et je vais pas m'éparpiller parce que c'est tendance et parce que je cherche à avoir beaucoup plus d'abonnés. Et on en parle souvent avec mon agence. Moi, je préfère vraiment la qualité à la quantité et ils le savent et ils le comprennent tout à fait. Donc voilà, j'essaie quand même de ne pas me trahir de ne pas trahir ce que je fais déjà. La preuve, tu t'évoquais des marques de luxe, etc. Aujourd'hui, elles travaillent avec plein d'influenceurs, etc. Elles cherchent de la qualité, comme tu le dis, à place un peu de quantité, vulgariser les choses. Elles veulent une image aussi sympa qui colle à leur marque, et je pense que tu fais aujourd'hui. Tu me parlais de Blue Chews. C'est quoi? C'est un site internet, un compte Instagram? C'est les deux à la fois? Alors, pour le moment, c'est pas du tout un site internet et je pense que ça le sera pas. J'avais hésité à créer un site justement et pas un compte Instagram quand j'ai eu l'idée de Blue Chews. Mais je me suis rendu compte qu'on n'allait plus trop sur les sites internet. Par exemple, Hugo Décrypte qui a 4 millions d'abonnés sur Insta, ça montre vraiment qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux et que les médias traditionnels, le site internet n'est pas un média traditionnel, mais je veux dire, ça a vraiment été remplacé. Donc, je pense que c'est un compte Instagram et ça restera seulement un compte Instagram. Après, je retranscris souvent mes articles sous format vidéo. Donc, je les poste en Reels sur Insta, en cross-post, donc ça veut dire en post partagé avec mon compte personnel, Chiara.lb. Et je les poste également sur TikTok. Donc en fait, sur mon compte TikTok, on a mes créations personnelles, donc vraiment mes tenues, des vidéos hyper légères avec ma maman où je montre ses tenues, etc. Et mes vidéos Blue Chews. Donc c'est un mix des deux sur TikTok. Et ce sont deux canaux à part entière sur Instagram. Parce que t'as deux stratégies différentes les unes avec les autres entre TikTok et Instagram. Alors, pas forcément. Non, TikTok et Instagram, je les considère de la même manière, même si j'apporte peut-être plus d'importance à Instagram parce que j'ai l'impression que comme il y a une qualité, il y a beaucoup plus de qualité sur Instagram que sur TikTok. TikTok, c'est peut-être beaucoup plus spontané. Et sur Instagram, pour moi, Instagram, c'est ma vitrine et c'est ce que j'ai envie que les marques voient en premier et que mes abonnés voient en premier. Donc, je fais plus attention, esthétiquement parlant, à mon profil Instagram que mon profil TikTok, qui vraiment est un mix de tout. Et en vrai, je trouve ça très sympa aussi, tu vois. Mais Instagram est plus professionnel. Tu m'étonnes. Et par exemple, l'année dernière, j'avais mes entretiens pour les concours. Et à chaque fois, je parlais de Blue Chews et je parlais jamais de
de mon compte TikTok. Je parle jamais de mon compte personnel, alors que j'ai beaucoup plus d'abonnés sur ces comptes-là que sur Bluetooth. Mais ça a un côté beaucoup plus professionnel et donc peut-être plus crédible vis-à-vis des marques, etc. Donc je fais beaucoup plus attention à Instagram, et dès que je dois parler à des gens de ce que je fais, j'évoque beaucoup plus Bluetooth que Instagram, pour pas passer pour l'influenceuse qui montre ses trucs. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai. Enfin, tout le monde l'utilise, Instagram. C'est un levier d'acquisition client énorme, autant que de la pub dans la rue, que plein de choses plus traditionnelles de l'époque. Toi, t'es encore étudiante aujourd'hui, c'est un milieu qui t'intéresse ou pas forcément pour travailler après dedans? Alors, c'est justement, on me pose beaucoup la question, et j'avais eu cette question aux entretiens. Bah alors, pourquoi vous voulez pas, enfin là, mes entretiens pour les stages, pourquoi vous voulez faire de la finance et vous voulez pas faire du luxe? Du luxe, de la communication ou quoi que ce soit. Oui, et pourquoi vous voulez pas travailler dans le luxe si vous êtes passionné? Et en vrai, je pense que c'est une passion, cette passion pour moi, je la vois comme une échappatoire, tu vois, comme quelque chose que j'aurai toujours sous la main et dans lequel je pourrais toujours me réfugier, alors que. Et puis aussi, en fait, c'est parce que je travaille déjà, disons, là-dedans, puisque je collabore avec des maisons de luxe, je crée du contenu autour du luxe. Métier, quoi. Donc en fait, c'est comme si je travaillais déjà dans ce secteur-là. Et donc, j'ai pas envie forcément que le travail que je ferai plus tard soit en lien avec ça, parce que j'ai déjà ce côté-là je suis comblée à ce niveau-là, et donc j'ai envie de découvrir plein d'autres choses. Je suis hyper curieuse, et je sais que la finance, c'est quelque chose qui me passionne aussi, en tout cas du peu que je connaisse pour le moment, et également le conseil. Je suis vraiment entre les deux aujourd'hui, je cherche des stages un petit peu dans les deux. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, qui ont des offres de stage, je cherche un stage à partir de juillet 2025. Mais voilà, en tout cas, je sais que j'en ferai pas mon métier. Même si parfois j'hésite, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me rend très heureuse. Genre, dès que j'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux. Je me renseigne, je connais j'allais dire tout sur tout. Évidemment, non. Mais ça se voit que je suis passionnée, et on me le dit quand j'en parle, je m'arrête pas. Donc c'est vrai que c'est une question qui se pose. En tout cas, en premier métier, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Mais peut-être que plus tard, finalement, la passion prendra le dessus. Après, tu peux faire les deux aussi, ça trouve de la finance dans le luxe. Carrément. J'avais, carrément, il y a des cabinets de conseil même vraiment qui touchent que au luxe. Et c'est quelque chose qui pourrait concilier vraiment les deux. Et tu vois, un fonds d'investissement dédié au luxe, ça existe aussi. Et c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser carrément. Ok, trop cool. On peut lier les deux. Et donc là, tu cherches un stage, etc. L'avantage, tu me parlais tout à l'heure, tu avais beaucoup de cadeaux, de trucs, etc. C'est quoi le plus beau cadeau qu'on t'ait offert? Alors, dis donc, le plus beau cadeau qu'on m'ait offert, franchement, il y en a tellement, que ce soit des expériences. Je sais, alors moi, ce qui m'avait marqué, c'était en 2020, j'avais été invitée pour la première fois à une soirée d'influence. J'avais 20 000 abonnés sur TikTok, tu vois. C'était pas beaucoup. Et j'avais été invitée par Cacharel. Et en fait, c'est ce jour-là où j'ai découvert ce milieu, et à quel point, quand tu es influenceur, tu es gâté, mais comme pas possible. Parce qu'en fait, ils savent que tu vas faire de la pub, et plus l'expérience est folle, plus tu vas en parler à ta communauté, donc plus ça va leur faire une pub de folie. Et donc, tu es gâté, mais c'est Noël tous les jours. Là, tout à l'heure, j'étais à un événement Nux. Alors, pour le coup, c'est pour ça, je peux pas choisir. Tous les cadeaux sont exceptionnels. Et je me rends compte de la chance que j'ai à ce niveau-là, parce que ça s'arrête pas, que c'est Noël tous les jours, et que tu vois, je ne vais même plus, par exemple, mes produits de beauté. Je n'achète plus de produits beauté. On me les offre, et c'est incroyable. Et je suis hyper grateful, disons, parce que je fais beaucoup de contenu après. Je mets vraiment en avant les marques qui m'offrent des produits, et les marques avec qui je travaille, que ce soit rémunéré ou non. Même si, évidemment, c'est jamais les mêmes choses, quoi. Tu vois, si je commence à faire un TikTok entier sur un truc qui a été gifté, qui a été offert, les marques vont se dire, en fait, elle a la vidéo facile, je lui ai envoyé des produits sans la rémunérer. Donc, le but, c'est quand même de dissocier les deux. Mais donc, pour en revenir à Nux tout à l'heure, là où j'étais tout à l'heure, on est rentré, on a pu découvrir la nouvelle gamme en avant-première, et je suis repartie avec tous les produits. Et Nux, pour moi, c'est une marque de folie, une marque qu'utilise ma maman depuis que je suis née. Et donc, ça a un côté aussi sentimental, tu vois, c'est une odeur particulière. Je reçois tous les produits, et je me dis, waouh, j'aurais adoré me les offrir, et on me les offre, quoi. Donc vraiment, j'en revenais pas. Tu vois, j'aurais dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est pour moi. Vous êtes sûr, c'est pas la déco. Donc voilà, tout est exceptionnel. Et tu me parlais là de tous ces événements, etc. À quoi ça ressemble de l'intérieur?
Alors, donc souvent, c'est des événements presse. Ouais. Ils invitent tant les journalistes que les influenceurs. Alors, au tout début, donc la prise de contact, comment la marque vient à m'inviter. Soit elle envoie un message à mon agence en disant on a besoin d'influenceurs pour cet événement-là. Est-ce que tu penses qu'il y a des profils qui matcheraient avec l'ADN de la marque, etc. Ou alors, ils me contactent directement sur mon adresse mail, qui est dans ma bio Insta, ou par DM Insta. Et ensuite, à quoi ressemble l'événement? C'est souvent dans leurs locaux, ou alors ils louent des endroits justement pour cette... C'est souvent des soirées d'ailleurs. Ouais. Et en fait, c'est exceptionnel. On rentre dans un monde magique. Les marques se disent, je vais faire le plus d'efforts possible, je vais mettre le plus de budget possible, faire des décorations de fou pour que les gens aient envie de faire des stories, pour que ce soit Instagrammable. Et quand tu rentres dans ce genre d'endroit, tu le vois que c'est fait pour Instagram et TikTok. C'est que tout est magnifique, rien n'est laissé au hasard, tout se joue sur le détail. Enfin, c'est l'attention au détail, ce genre d'événement. Et donc, en fait, les marques ne nous le disent pas explicitement, mais ils attendent de nous qu'on fasse des stories, etc. Et souvent, c'est fait, et de bon cœur, parce que c'est des lieux extraordinaires. Et souvent, ces événements servent à promouvoir un nouveau produit qui est sorti ou qui va sortir, ou parfois juste... oui, voilà, par exemple, une marque de vêtements, ça va être la collection automne-hiver 2025, ou des Fashion Week. Oui, voilà, ou des Fashion Week, etc. Ou sinon, parfois, c'est juste des événements, par exemple, sur le thème de Noël, donc pour inviter tous les influenceurs avec qui ils ont travaillé durant l'année, et ils sont conviés à un repas de Noël, tu vois. Ça peut être sur des thèmes comme ça de l'année, ou alors lors de lancement de nouveaux produits. Et je suppose que le business est à fond au moment des Fashion Week à Paris, non? Alors ouais, carrément. Alors déjà, il y a beaucoup de défilés, donc beaucoup d'influenceurs sont invités. Moi, j'ai pu assister à mon premier défilé avant-hier de Fashion Week, et j'étais trop contente parce que je me revois il y a 2 ans et je disais à ma mère, maman, je te promets que je serai invitée l'année prochaine à une Fashion Week. Enfin déjà le melon de la meuf, mais je veux dire, j'étais tellement déterminée, je voulais tellement que ça marche que je me disais, je vais tout mettre en place pour pouvoir être un jour invitée, être intégrée dans ce secteur que j'aime tant. Et finalement, ça s'est pas fait l'année d'après, mais l'année d'encore après. Et c'était exceptionnel. Donc oui, pour le coup, pour revenir à la question, au moment de la Fashion Week, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus le rush, il y a beaucoup plus d'événements, et voilà. C'est une période très sympa, et puis c'est cool aussi de se balader dans Paris, de voir plein de gens bien habillés qui vont aller défiler. Parce que toi, pour avoir l'inspi, tu t'inspires d'autres influenceurs, je suppose. Tu regardes un peu comme tout le monde ton feed Instagram, ou c'est vraiment tu vas aller regarder un petit peu par-ci, te promener par-là, voir un petit peu des articles comme tu le disais. C'est quoi un peu le... Tu veux dire par exemple dans la manière de s'habiller? Ouais, dans la manière de s'habiller, de créer un peu... créer, mais... Déjà, donc, pour l'autre chose, on en a parlé, c'est les news. Et pour le reste, je dirais que c'est plutôt ma maman. En fait, je suis pas trop d'influenceurs, et je m'inspire pas de grand monde, non pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je regarde, je suis pas assez sur les réseaux à regarder les stories, les machins, pour voir ce qui se fait vraiment. Je tâte pas un petit... Enfin, je prends pas la température du secteur, mais je dirais que c'est plutôt ma maman qui m'inspire, parce qu'elle, alors pour le coup, c'est vraiment une acheteuse, hein, mais pas compulsive, tu vois, mais elle est fan de ça, et donc à chaque fois elle revient avec un truc. Et elle me dit, regarde Chiara, ce que j'ai trouvé, ou alors elle lit un magazine, et elle me dit, regarde ça va être la tendance. Et donc c'est plutôt elle qui me dit ce qui va être tendance. Et en vrai, je te dis que je m'inspire de personne, mais je pense qu'inconsciemment, quand on est habitué à voir un certain look, un certain contenu, il va vouloir reproduire la même chose. Mais j'ai pas de personne qui m'inspire, en tout cas en tant qu'influence, enfin, dans le secteur de l'influence. Je dirais plutôt que c'est des icônes. Tu vois, Jane Birkin, Françoise Hardy, c'est des femmes que j'admire énormément. Et j'aime beaucoup leur style, ce qu'elles dégagent, leur univers, en fait. Et je suis plus branchée, disons... All-money, un peu... Ouais, non mais tu vois, et encore, parce que... Ça, là, c'est limite pas des all-money, elle, parce que c'est vraiment des bohèmes, blousons en cuir, motarde et tout. Enfin là, je pense plutôt à Françoise Hardy, elle avait fait un shoot iconique à ce niveau-là. Non, bref, donc en fait, non, c'est pas vraiment le domaine de l'influence qui m'influence, justement, c'est plutôt les anciennes célébrités. C'est l'originalité, les vintage, on va dire, et le côté... Ok, trop cool. C'est la beauté, j'allais dire, c'est la beauté à la française, dans le sens, pas la beauté physique, mais
mais l'univers français, les marques La classe. françaises, la classe, le fait d'être naturel. Enfin, c'est ça que j'admire beaucoup chez ces figures qui m'inspirent. Ok. Et aujourd'hui, là, tu vois comment tu me parlais de ton stage, etc. Les futures années, toi, t'aimerais faire quoi un petit peu comment tu verrais la Chiara dans quelques temps Alors, je sais que j'aimerais continuer ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux parce que ça reste des débouchés énormes. Ouais. Je crée une communauté et en fait, alors, je raconte une mini-histoire. Ouais, vas-y, mais ouais. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais 17 ans, j'étais en terminale et j'ai travaillé pour la néobanque Vibe. Ok. J'étais community manager, donc en fait, après les cours, j'allais dans les bureaux, je faisais ma petite vie et tout. Donc j'avais eu un petit job en parallèle de mon année de terminale. Et je me souviens que le directeur de la boîte m'avait dit, Chiara, ce que tu fais sur les réseaux, ne le lâche jamais parce que c'est ton avenir et c'est comme ça qu'il faudra communiquer plus tard et se faire des relations. Et en fait, il m'a vraiment dit que là, ce qu'on crée aujourd'hui, la communauté que je pouvais que je pouvais créer aujourd'hui, c'était un tremplin de folie pour ce que j'allais faire plus tard, peu importe ce que j'allais faire, tu vois, parce que je peux avoir des abonnés dans la finance, dans l'art ou quoi que ce soit. Moi, mon rêve, je pense, c'est genre, tu vois, quand je serai proche de la retraite, avoir ma galerie d'art et exposer les artistes que j'admire, les artistes contemporains. Et mais avant ça, franchement, je sais pas, ouais, je t'ai parlé de la finance, etc., mais tout en gardant ce monde bah, à ton échelle de l'entrepreneuriat, dans le monde de l'influence, etc. Ouais. Comment, toi, tu vois un peu le mot influenceur aujourd'hui? Parce que c'est un mot qui est quand même un peu décrié de temps en temps dans les médias. Ouais. C'est un nom qui est quand même énormément d'actualité parce qu'il y a plein d'influenceurs qui ont changé les vies de plein de personnes. Toi, tu le définirais comment, ce mot? C'est difficile parce que c'est vrai qu'on entend souvent les filles dire non, mais je suis pas influenceuse, j'aime pas ce terme. Ouais. Je suis d'accord, en vrai, le terme est étonnant parce que contrairement à un métier classique, le nom n'illustre pas vraiment ce qu'on fait. C'est plutôt les répercussions de notre taf. Enfin, je saurais pas comment dire. Alors que fondamentalement, on n'est pas influenceur. Je trouve que c'est hyper pédant, tu vois. Enfin, je suis influenceur, j'influence tout le monde. C'est pas ça. T'as des influenceurs dans la vraie vie. Par exemple, Anna Wintour, c'est la plus grande influenceuse sur Terre. Anna Wintour, c'est la rédactrice en chef de Vogue, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment la papesse de la mode, tu vois. Ouais. Et c'est la plus grande influenceuse dans ce secteur. Et pour autant, elle n'est pas sur les réseaux. Elle n'est pas du tout sur les réseaux. Elle n'a aucun canal, tu vois. Et donc, en fait, bon, le terme influenceur, c'est pas... On l'attribue aux gens sur les réseaux, mais c'est tellement d'autres personnes. Enfin, je veux dire, c'est un spectre beaucoup plus large. Et créateur de contenu, c'est pas non plus un mot qui va, parce que contenu de quoi, tu vois. Enfin, par exemple, moi, j'ai envie de dire, si je dois dire ce que je fais, bah, je suis rédactrice de mon magazine digital Bookchoose et à côté, je partage des vidéos sur la mode et l'art de vivre à la française. Bon, bah voilà. Donc, influenceur, c'est plutôt les conséquences de notre travail, parce que on influence quand même les gens, sinon les marques ne nous enverraient pas de produits si elles savaient qu'il n'y avait aucun débouché derrière. Mais voilà, je pense qu'influenceur n'est pas le terme approprié, mais en même temps, est-ce qu'il y en a un meilleur plutôt que... Enfin, là, j'ai envie de donner un nom à la rallonge pour dire ce que je faisais. Ça va beaucoup plus vite de dire influenceur et j'ai pas l'impression d'être réduite à une fille qui se montre juste... pour se montrer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'influenceur, c'est tant les gens qui font de la télé-réalité que Hugo Décrypte. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Et super large. T'es influenceur dans plein de niches et plein de milieux différents. Carrément. Donc, punaise, il faut que je change ma bio LinkedIn. J'ai mis créateur de contenu. Donc... tu mettras créateur de contenu podcast. Voilà, animateur de podcast. Et en parlant finance, LinkedIn, tu utilises un peu ce réseau pour communiquer là-dessus ou pas forcément? C'est très professionnel, etc. C'est de plus en plus utilisé, que ce soit pour partager des choses, pour trouver des stages, par exemple. Est-ce que c'est un sujet que tu aimerais développer ou peut-être pas forcément? Tu veux dire, par exemple, créer sur LinkedIn, alimenter l'actu LinkedIn? Pas spécialement. Moi, je l'utilise vraiment à des fins purement académiques. Tu vois, là, pour le coup, ma recherche de stage, je la fais sur LinkedIn. Mais, enfin, pas que, mais il paraît que ça marche bien. Mais non, j'ai jamais pensé à ça. Mais ça peut être c'est une très bonne idée.
effectivement. Mais merci, parce que Non, mais je je sais pourrais pas. carrément retranscrire, enfin, tu vois, publier les articles sur LinkedIn aussi. Tout dépend, du coup, de si je veux m'orienter vers ce milieu plus tard. Ouais. Là, comme je cherche vraiment, bah, tu Oui. vois, c'est pour ça que j'ai pas envie qu'ils se disent, bah, attends, je comprends pas, elle cherche là-dedans, mais pour autant, son profil LinkedIn n'a rien à voir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc bon. Je Ok. fais toutes mes expériences et après, quand je saurai ce que je veux faire, eh ben, c'est une très très bonne idée de me lancer sur LinkedIn parce que c'est un truc qui marche. Il y a genre 1 milliard d'utilisateurs. Et hier, j'en parlais avec un professeur de l'ESSEC qui me disait que seulement 3% des utilisateurs de LinkedIn C'est actif. publiaient sur LinkedIn, tu vois. Et en fait, tout le reste, c'est juste pour s'informer, pour la messagerie LinkedIn. Ouais. Et donc, en vrai, comme il y a peu de monde sur ce marché-là, que c'est pas un marché encore très saturé comme TikTok, par exemple, pourquoi pas? Ok, trop cool. Et comment toi tu vis un peu le fait que tu veuilles faire de la finance, mais t'es quand même la casquette influenceuse. Ouais. C'est peut-être, t'entends le match, il peut être un peu compliqué, etc. Et les esprits encore un peu fermés. Comment tu fais face tu fais face, t'es encore super jeune, t'as toute l'avenir devant toi, etc. Mais je pense dès aujourd'hui, en plus tu viens d'une grande école, comment tu arrives à un peu lier tout ça pour avoir un panache un peu sympa et de qualité, quoi. Bah, en fait, ouais, effectivement, quand on dit on est influenceur ou on crée sur les réseaux, on passe vraiment pour l'idiote, tu vois, qui n'a que ça à faire. Mais en fait, tout dépend de ce que tu fais. Par exemple, et je reprends l'exemple de Hugo Décrypte ou même Squeezie, tu vois, c'est des gens, c'est tellement quali. Enfin, tu pourras jamais te dire Hugo Décrypte est idiot parce qu'il poste. Ouais. Tout dépend de ce que tu postes, tu vois. Et donc, en fait, tant que ce que tu fais, c'est quali et que c'est fidèle à toi-même et que tu ne mets rien de compromettant sur les réseaux, ça, c'est super important, tu vois. Les photos qui peuvent être aguicheuses, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour trouver un taf derrière, en tout cas dans ces secteurs-là, c'est genre impossible. Ouais. Donc évidemment, ça, c'est un truc à prendre en compte et j'ai carrément des limites à ce niveau-là. Et mes parents me suivent et sont derrière moi. Merde. Bon, t'inquiète. Et donc, bon, jamais ils accepteraient que je poste des trucs qui pourraient me porter préjudice. Mais voilà, tant que tu fais des trucs de qualité et que tu l'assumes complètement, disons, et que tu es transparent avec les gens, tu leur dis, ah bah ouais, je poste sur les réseaux, mais c'est pour informer, c'est pour faire ça. C'est un substitut à tous les journaux qu'on lit plus. Enfin, j'ai jamais ressenti de, ah, elle est idiote parce qu'elle fait ça, tu vois. Et c'est aussi parce que peut-être je mettais aussi beaucoup en avant mes études parce que j'avais peur qu'on se dise ça. Et quand on me dit, ah bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais jamais commencer par, je fais des TikTok. Jamais. Je vais toujours dire, ah bah, je suis à l'ESSEC, je viens de faire ma prépa, machin. Pour quand même qu'ils se disent, bon bah, ok, crédible un peu, tu vois, c'est pas juste. Donc, donc, tu vois, si je commence par ça, c'est quand même qu'il y a ce complexe de, ouais, c'est bizarre, c'est quand même. On s'y attend pas, tu vois. Dans ma prépa, je suis arrivée, j'étais évidemment la seule à faire ça. Ça n'avait aucun sens, tu vois. Mais surtout, je lis le rythme prépa avec tout ça. Ah oui, non, mais clairement, ouais. Non, mais ça n'avait aucun sens. Bref, donc, même on me dit, pourquoi tu fais une prépa et tu te lances pas juste là-dedans si ça marche et que t'es rémunéré. Ça n'a... Bref, mais voilà, je trouve ça assez amusant de lier les deux parce que du coup, je suis amenée à voir des influenceurs, à partager, enfin, je sais pas, à discuter avec eux, en apprendre sur leur vie et amenée à voir mes camarades de classe qui ont des projets totalement différents. Et les deux parcours sont tout aussi géniaux, je trouve, et ont tout autant à enseigner, disons. Aujourd'hui, quand tu es influenceur, tu influences les gens, mais c'est quoi la limite en fait? Parce que toi, tu vas les influencer sur de la mode, il y en a d'autres qui vont les influencer sur du make-up, sur plein de trucs, ou sur du sport, etc. Mais comment tu arrives quand même à avoir ta crédibilité, sachant que tu n'es pas non plus expert, tu vois, tu n'es pas dermatologue, tu n'as pas fait forcément des études à te spécialiser là-dedans. Comment tu arrives à être crédible tout en postant un contenu de qualité, tu vois? Alors, je pense que sur les réseaux, tout passe par la passion et la conviction. Donc, comme je disais au tout début, les gens te suivent pour ce que tu fais, mais aussi pour ce que tu es. Et donc, ils s'attachent à quelqu'un. Il y a vraiment un aspect émotionnel à considérer, à prendre en compte sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, tu vois, ils peuvent me considérer comme une copine. Alors, je vais leur recommander ça. C'est comme leur pote qui va leur dire, ah, j'ai testé ça, c'est super, tu devrais. Et ils vont le faire. Et en fait, moins tu as d'abonnés, plus ta communauté est petite, plus tes abonnés vont se sentir dans un petit cocon, tu vois. Ça sera un esprit peut-être plus chaleureux, familial, et ils seront plus enclins à te faire confiance sur ce genre de sujet-là, sur ce que tu as partagé, etc. Moi, je sais que, pour le coup, les collaborations, si je sais que c'est un truc qui correspond pas à ma ligne éditoriale, qui pourrait pas, qui pourrait pas intéresser les abonnés et que je n'aurais même pas acheté de moi-même, je le fais pas. Ça, c'est évident. Et donc, finalement, ils ont peut-être eu l'habitude de voir des trucs de qualité sur mon compte. Et
et c'est ça, en fait, la qualité attire la confiance. Et donc, plus ils ont confiance, plus je leur propose des trucs de plus en plus niche, pointilleux. Enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, l'émotionnel est hyper présent sur les réseaux. Et les personnes s'attachent vraiment à toi, à ton image, et donc te donnent leur confiance. Donc, et je pense que c'est quelque chose quand même à prendre en compte et pas du tout minimiser et à cultiver surtout. Parce que si tu perds la confiance de ta communauté, tu n'es plus rien. Ouais, Littéralement, sur ces plateformes-là, tu sers plus à rien. Que ce soit pour les collaborations, pour tes contenus, plus personne ne réagira, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Et Kiara, elle se fait reconnaître dans la rue ou pas forcément? alors, tu sais que, mais pas du tout. J'avais déjà, parfois, si je rencontre des copains, enfin des amis d'amis, tu sais, l'algorithme fait que sur TikTok, bah, souvent, tu vas voir les vidéos de quelqu'un qui est suivi par tes potes. Ouais. Et donc, souvent, quand je rencontre des gens, on me dit, ah, mais je te suis et tout, j'adore ce que tu fais, machin. Donc, ça, c'est trop cool. Ouais. Mais c'est souvent des amis d'amis, tu vois, ou des gens qui sont dans le même cercle que moi. Donc, c'est pas étonnant parce que c'est l'algorithme qui veut ça. J'ai déjà reçu des messages comme quoi ils m'avaient croisé, mais pour le coup, le fait de m'arrêter dans la rue, ça m'était arrivé une seule fois, et j'ai trouvé ça trop mignon, et ça me plaît parce que je me dis, mais c'est fou parce que les gens ont la même passion que moi parce qu'ils me suivent, et c'est des vraies personnes, tu vois. Mais par contre, pour le coup, je reçois beaucoup de messages, mais hyper touchant, tu vois, de gens qui me disent, ah, merci beaucoup pour ça, tu m'as créé vraiment une passion pour cet univers, merci. Enfin, et ça, c'est la meilleure des récompenses. Donc, même si c'est pas en vrai, ça reste sur les réseaux. Mais voilà, je suis pas assez connue du tout pour qu'on me reconnaisse dans la rue. Ça m'est arrivé une fois, et tu vois, sinon, c'est des potes de potes. Donc, c'est évident qu'ils. Non, en soirée. Oui, voilà, c'est ouais. ça, tu vois. Et c'est normal parce que le monde est petit, et l'algorithme est fait ainsi. Et mais en plus, l'avantage, ce qui est sympa, c'est vu que tu apprends des choses aux gens, tu as toujours l'aspect un peu ludique et éducatif, surtout avec un format short comme le tien. Ouais. Ça doit être sympa. Et aujourd'hui, tu me parlais de tout ce monde, de tout ce milieu-là, l'influence, ton agence, toi, ta création de contenu et tout. Comment tu vas aller chercher plus d'abonnés? Tu vois, c'est quoi un peu la strat pour aller chercher plus d'abonnés? C'est poster plus, faire des collaborations avec d'autres influenceurs. C'est quoi un peu la stratégie derrière? Bah, la stratégie pour avoir plus d'abonnés, je dirais que... bon, alors déjà, moi, j'ai mis tous mes TikTok qui marchaient bien sur Insta. Comme ça, moi, ça me fait gagner des abonnés Insta. Genre, j'ai tapé 2 fois, genre, plus du million de vues sur Instagram. Et donc, ça m'a permis de vraiment monter sur Insta. Et sinon, sur TikTok, c'est, je pense, vraiment les tendances, et l'algorithme est fait comme ça, tu vois. C'est vraiment, plus tu fais une vidéo avec un son qui marche, un truc, plus ça va être mis en avant sur la plateforme. Et je trouve pas ça dommage. Et en fait, en plus, ça fait mauvaise perdante quand je dis ça en mode, ah ouais, non, mais moi, je perce pas juste parce que j'ai pas le son adéquat. Alors en vrai, t'as plein de mecs qui font du contenu hyper quali, et ça marche de ouf parce que tu vois que le contenu est quali. Donc en vrai, moi, je dirais, pour la cible que je vise, viser la qualité, enfin, privilégier la qualité à la quantité. Pour les plus jeunes, ça sera plutôt la quantité, tu vois. Vraiment, c'est l'aspect émotionnel. Plus tu vas poster, plus ils vont s'attacher à toi. Mais comme moi, ma cible, c'est pas les très jeunes, ça serait plutôt privilégier la qualité. Et qu'ils se disent, ah ok, bah, je la suis. Et donc, à chaque fois que je la suis, je suis pas déçue de la vidéo qu'elle me propose. Donc, je dirais, qualité, régularité, très important, même si c'est pas tous les jours, il faut que ça soit régulier. Et attends, parce qu'en plus, souvent j'y pense et je me dis, mais comment ça peut marcher? Ah oui, il y a un truc, mais alors là, pour le coup, ça paraît évident que ça marche, mais c'est les jeux concours. J'en ai posté un hier. J'ai gagné 1000 abonnés sur TikTok, ça m'avait fait passer à 70 000, alors que ça faisait longtemps que je stagnais un peu, tu vois. Je me dis, waouh, même si c'est des gens qui vont sûrement se désabonner une fois que le concours sera passé, je sais pas, comme j'en avais jamais fait, je connais pas la conversion ensuite, tu vois, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est vrai que c'est une hyper bonne stratégie. Et à chaque fois, je voyais des gens faire des concours, je me disais, waouh, enfin, c'est que ça doit marcher. Et effectivement, c'est que ça marche. Donc en vrai, les concours, ça peut marcher. C'est aussi des choses que tu peux proposer à des marques. Ah bah, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse gagner un de mes abonnés, il a besoin de vous suivre et de me suivre, donc ça nous fait une pub à tous les deux. Et donc ouais, ça marche. Mais pour le coup, tu sais, c'est des abonnés... fictif, pas fictif, c'est ça, tu vois. Enfin, c'est c'est pas une vraie communauté, tu vois. C'est pas des gens qui vont te suivre pour le fond de ton contenu. Donc... Et là-dessus, sur cette strat, ton agence, elle t'accompagne? Oui, carrément. Ouais, alors déjà, parce qu'ils sont tous formés, ils ont tous fait des études là-dedans. Et donc, ils savent exactement ce qui marche, ils savent exactement comment faire croître un business, tu vois. Et
Et c'est grâce à eux, tu vois, ils me disaient, mais poste des reels, c'est hyper important. Et donc, je suis montée hyper vite sur Insta grâce à eux. Et donc ouais, ils m'accompagnent et c'est eux qui me donnent les connaissances nécessaires dans ce domaine-là parce que je les ai pas du tout. Ouais. Je suppose que tu t'es formé au fil du temps Oui, tu devais faire ton petit montage toute seule de ton côté. Aujourd'hui, c'est ton agent qui le fait, par exemple? non, je continue à le faire, ouais. Tu continues à le faire? Donc ça te prend encore pas mal de temps, mine de rien. Ouais, mais en fait, tu sais, je le fais. J'ai vu ton montage bref, ce qui était sympa. Oh, merci beaucoup. Je suis trop contente parce que j'ai pris du temps. Je pense que c'était la vidéo la plus longue que j'ai faite, qui a pris le plus de temps à monter. Et ouais, je fais mes montages et il s'occupe vraiment de tout l'aspect, tu vois, administratif, toute la paperasse, ce que tu me disais. les contrats, les machins. Donc, c'est vraiment un gain de temps de folie. Et par exemple, tu as des retours sur les marques quand elles font des collaborations commerciales avec toi sur, je sais pas, une publication de Chiara, combien ça peut leur apporter de nouveaux abonnés, de nouveaux clients? Tu as un petit peu ces stats de temps en temps ou pas forcément? Tu veux dire, eux, leur travail qu'ils font pour m'analyser un peu? Ouais, exactement. Non, je les ai pas du tout, mais encore une fois, ils savent exactement eux. Enfin, ils travaillent là-dedans, donc leur pôle communication, je sais pas, non, c'est le pôle influence. Je pense que c'est un pôle dédié. Ils savent exactement. Je sais pas. Ouais, tu sais pas trop. Moi, je communique mes stats. Ah oui, bah alors voilà, attends, j'ai carrément les réponses. Ouais. Ils ont pas besoin de faire ce travail parce que mon agence leur communique mes statistiques que je mets à jour tous les mois. Donc voilà, en fait, j'envoie des captures d'écran de toutes mes stats sur TikTok, sur Insta, et on les envoie sur mon kit média. En fait, on les met sur un kit média. C'est comme un book pour les mannequins, tu vois, c'est vraiment genre ta vitrine. C'est un PowerPoint ou parfois, je crois que c'est des power. Un deck, un petit deck pour. Voilà, exactement. Et donc, qui me présente mon univers, qui montre mes statistiques, et donc c'est envoyé directement aux marques lorsqu'elles proposent une collaboration ou quand c'est moi qui fais la démarche de collaborer avec eux. Donc en fait, ils ont déjà tout à portée de main. Ouais, parce que ça t'arrive de démarcher des entreprises qui te plaisent et avec qui tu as envie de travailler? Ouais, carrément. Ouais, ça m'arrive. Et c'est tellement agréable parce que c'est des gens que tu admires et. T'as une marque en particulier avec laquelle tu voulais beaucoup travailler Alors, moi, j'ai une marque de cœur, disons, c'est Gucci. Depuis des années, en fait. J'aime beaucoup leur chic kitsch, tu vois. Ils ont j'adore ce qu'ils font. Et j'avais proposé, j'avais demandé du gift. Juste des cadeaux, disons, en échange de posts, etc., de création de contenu. Et ils avaient accepté. Et j'étais trop contente. Ah, mais t'imagines pas, parce que c'est un univers, mais je connais tout, surtout sur Gucci. J'adore bref, c'est vraiment une passion, tu vois. C'est comme si vraiment un mec passionné par Pierre Gasly reçoit une dédicace de Pierre Gasly. Enfin, c'était incroyable. Donc voilà. Genre, ils m'ont fait confiance, ils ont aimé mon univers et ils ont accepté de m'envoyer des trucs. Ça me fait trop plaisir. Donc je dirais que c'est cette marque. Ok, trop cool. J'ai une question que j'aime bien poser à mes intervenants. C'est, alors là, t'étais plus jeune que moi, mais je leur pose souvent la question, qu'est-ce que tu dirais au Chiara de 23 ans? Là, aujourd'hui, tu en as 20 ans, 20. Ouais. Qu'est-ce que tu t'aimerais faire là d'ici 2-3 ans et quels conseils tu donnerais à la Chiara d'il y a quelques années et la jeune femme que tu es devenue aujourd'hui? Il y a quelques années, j'aurais dit, c'est dur parce que c'est dur de pas répondre bullshit, tu vois. Faire un peu truc à l'eau de rose. Je dirais de croire en ton travail et de rester déterminé, tu vois, et de pas lâcher même quand c'est un peu dur. Je parle vraiment que professionnellement, hein, je veux pas faire genre que j'ai une vie terrible, machin, mais je veux dire quand tu vois que même pour les études, quand tu vois qu'il y a un truc qui marche moins bien, que t'as plein d'échecs, machin, continuer, te relever, être résilient. Enfin, vraiment, je pense que je lui apprendrai un peu la résilience qu'elle n'avait pas avant de rentrer en prépa. Et je pense que la prépa, ça m'a vraiment créé cette, pas cette carapace, mais non, c'est cette résilience, le fait de toujours se lever après chaque échec. Et donc, je dirais, sois résiliente. Et plus tard, j'aimerais vraiment que la Chiara de 23 ans, 25 ans, peu importe, soit épanouie. Bah, attends, 23 ans, j'aurais à peu près fini mes études, disons. Presque, que je fasse un métier qui me plaise vraiment et que j'ai choisi et que j'y sois pas seulement pour l'appât du gain, tu vois, parce que ça rapporte beaucoup, etc. Ne pas me perdre quand même et ne pas perdre la passion que j'ai pour ce que je fais.
Ouais, voilà, tu vois, je l'avais dit, c'est hyper bullshit. Mais. Non, c'est pas bullshit, non, pas du tout. En vrai. C'est dur de répondre à ça. Et non, mais surtout, c'est que t'as pas du tout. Tu vois, les intervenants que j'ai, ils ont plus ou moins la trentaine à chaque fois. Ouais, ils ont grave de l'expérience. Non, mais t'as beaucoup plus de recul et tu sais même pas, entre guillemets, ce que t'aimerais faire dans 6 mois, 1 an, et c'est totalement compréhensible. Hein. Ouais. Mais, trop cool. Et en termes prépa, à l'époque, comment c'était un peu jouer à la double casquette influenceuse et bosser? Parce que pour taper les secs, faut y aller en termes de boulot. Comment t'arrivais à avoir le rythme? Alors, c'était hyper compliqué. Ah, mais hyper compliqué. Donc, moi, j'étais à Danielou. Okay. Je sais pas si tu connais de nom. C'est une prépa qui a Rueil-Malmaison à côté de Paris. Okay. Et dès que je suis arrivée, bon, déjà, le cadre était exceptionnel. C'est-à-dire que les profs étaient passionnés, passionnants, bienveillants, à l'écoute, tout. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Même pas que les profs, tu vois, l'administration et tout, c'était les meilleures conditions pour être en prépa. Et pourtant, j'arrivais pas du tout à concilier les deux. Déjà parce que je savais que la prépa, c'était beaucoup plus important, parce que c'est ce qui allait vraiment créer ma carrière professionnelle. Il y avait des concours à la clé, enfin, tu vois, c'était pas le moment de se luger. Et mais c'est vrai que ce truc de tu vas recevoir des invitations à cet événement, recevoir ces cadeaux, en fait, tu savais pas où mettre de la tête, enfin, au donner de la tête, tu vois. Ouais. Enfin, bref, c'était très dur, et donc en prépa, j'étais pas la meilleure élève, tu vois. Ouais. Je travaillais, mais j'étais pas parmi les plus bosseurs, donc souvent j'étais sous l'eau, j'en pouvais plus, je pleurais tout le temps. Enfin, c'était vraiment une période difficile. Mais donc en vrai, finalement, ce truc de l'influence et tout, c'était aussi un petit peu mon. C'était échappatoire. Ouais, c'est ça. Ça me permettait de penser à autre chose, de me dire qu'en fait, la vie ne se résumait pas à la prépa et à mes notes, parce qu'en fait, quand t'es de 7h à 23h au même endroit en train de bosser et que t'as genre 1 heure de pause, mais c'est toi qui te l'inflige, c'est les profs qui te disent voilà. Et en fait, tu as l'impression que ta vie tourne autour de ça. Donc, dès que tu tapes un 2 en maths, alors là, c'est la fin du monde. Toi, t'es à moins que rien. Bref. Donc, en vrai, ça m'a permis de m'aider. Ça m'a aidé, ce côté influence. Et t'es en perpétuelle compétition avec ceux avec qui t'es. C'est ça. Alors, pour le coup, on n'était jamais en compétition dans la classe, parce qu'on n'était qu'une classe de 40 élèves. Et on se disait, si on doit intégrer, on intégrera tous ensemble. À HEC, il y a 400 places, il y a 40 places pour nous. Tu vois, c'était possible de l'avoir tous. Donc, à aucun moment, c'était compète et tout dans la prépa. Ouais. Ça, c'était génial. Et je sais que c'est pas le cas dans toutes les prépas. Mais ouais, c'est un truc que je referais, parce que je suis contente de là où je suis maintenant. Mais c'est un sacré truc. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et le moment un peu déclic où tu t'es dit je partage un peu ma vie sur les réseaux, et le moment où je peux commencer à gagner un peu d'argent, avoir des partenariats, aller chercher des marques, etc. C'était quoi un peu le déclic? C'était un nombre d'abonnés? C'est toi qui es passé dans une autre démarche? Non, je pense que c'est la première fois qu'on m'a contacté pour une collab, tu vois, où je me suis dit, ah oui, d'accord, c'était en 2021, je pense. Là, je me suis dit, ah oui, ok, donc c'est que, cool. C'est que ça peut marcher. Et puis en vrai, depuis que je suis rentrée en agence là, en décembre dernier, décembre 2023, ça fait plus d'1 an que je suis là, ça m'a aussi fait tilter que c'était clairement un business et qu'il fallait fallait cultiver ça, et fallait pas passer à côté, parce que c'est une chance de fou d'avoir une communauté, aussi petite soit-elle. Enfin, je suis trop contente de ce que je fais aujourd'hui, et ça me permet vraiment de pas avoir à donner des cours à côté à des mecs en prépa, tu vois. Enfin, je gagne de l'argent en faisant un truc que vraiment je kiffe faire, un truc hyper modulable, qui s'adapte à mon emploi du temps. Enfin, tu vois, c'est pas du tout pris de tête, je le fais quand je veux, où je veux. Donc voilà, je pense que le déclic, en vrai, le vrai gros déclic, ça a été lorsque je suis rentrée en agence, et que je me suis dit que, ok, là, c'était un vrai boost, et que je pouvais vraiment gagner de l'argent, quoi. Ok, c'est trop cool. J'ai un petit jeu que j'aime bien proposer à mes intervenants, c'est de pitcher. Alors là, si t'as beaucoup de choses à présenter, de parler de toi pendant 1 minute, plus ou moins. Alors, j'ai pas de chronomètre, c'est pas à la seconde, mais parler de toi pour après faire un petit short sympa où tu résumes plus ou moins ce que t'es et ce que tu fais. Ok, ça marche. Je m'appelle Chiara Albano, j'ai 20 ans, et je suis en première année du programme Grande École de l'ESSEC, après 2 ans de prépa. Ouais. Et en parallèle, j'écris des articles sur le luxe, la haute couture, que je publie sur un magazine digital qui s'appelle Blue Shoes, sur Instagram. Ça fait peut-être, disons, depuis 2021 que je fais ça. J'ai toujours vécu à Paris, et c'est un petit peu cette ville qui a suscité un fort intérêt chez moi pour la haute couture, la mode, etc. En plus de ma maman, qui est une fashion addict et qui m'a transmis justement ce goût-ci. J'ai
J'ai 70 000 abonnés sur TikTok, 16 000 sur Instagram et j'aimerais évidemment faire croître cette communauté de passionnés comme moi de la mode au fur et à mesure du temps, au fil du temps. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, voilà, c'est déjà formidable. Ouais, ok. Ouais, c'est Bon, cool. trop cool. Trop cool, t'inquiète. Et en tout cas, merci beaucoup, Chiara. Merci C'est trop toi, cool. Tristan. Est-ce que tu as des réseaux à nous partager? Alors oui, je m'appelle Chiara.lb sur Instagram. Je m'appelle évidemment Blue Shoes aussi sur Instagram. Si vous aimez le luxe et la mode. Et quoi d'autre? Chiara.lb sur TikTok. Et Chiara Albano sur LinkedIn. J'allais dire ça, exactement. Les offres de stage. Exactement. Et Chiara Albano sur LinkedIn, en conseil, en finance. Contactez-moi, juillet 2025, 6 mois. Merci beaucoup, Tristan. Avec plaisir. D'échanger avec toi. C'était trop cool. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller commenter, liker, partager le podcast. C'est essentiel pour que la chaîne puisse croître et échanger avec de nouveaux intervenants. En tout cas, un grand merci. Un merci à toi pour l'accueil aussi. C'était bien cool. Et à très vite en dehors de la caméra. À très vite. Merci beaucoup, Tristan. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé l'échange inspirant. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer un de nos prochains épisodes. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation, poser vos questions et découvrir du contenu exclusif. Votre soutien est essentiel pour nous aider à grandir et à partager encore plus d'histoires fascinantes. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau podcast.